Évidemment, c'est un honneur inespéré et inattendu. Il ne faut pas croire que cela résulte d'une stratégie pour faire en sorte que je sois président en 2023. Il se trouve que c'est le hasard de la carrière dans l'académie qui fait que j'ai été élu l'année dernière pour être président cette année, et j'assume cette fonction avec une immense fierté. Et en même temps, un peu de crainte, parce qu'on se sent, pour prendre une formule un peu consacrée, comme un nain sur les épaules des géants. Enfin, quand on regarde ceux qui nous ont précédés, ça donne un peu le vertige. Je prends par exemple le compte-rendu de la première séance d'il y a 100 ans, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Voilà très exactement la page de garde de cet article de notre revue centenaire, Mondes et Cultures. Il y a du beau monde. Il y a 100 ans, dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne, c'est le ministre Albert Sarraut qui présente la cérémonie. Et puis nous avons le grand discours du fondateur, Paul Bourdary, et ensuite le discours de mon prédécesseur, si j'ose dire, Gabriel Hanotaux. Et puis devant un parterre aussi de personnalités illustres, de trois futurs présidents de la République, des ministres, Lyautey, etc. etc. Et donc je me retrouve dans la succession de ces 99 présidents, et avec à la fois ce sentiment de fierté, parce que le président n'est président que pour un an, à la différence du secrétaire perpétuel, on l'a vu, mais c'est une fonction qui permet d'assurer une sorte de permanence. On fait partie d'une chaîne, et depuis 100 ans, cette chaîne est ininterrompue, et chaque année, un nouveau président assume ses fonctions à côté du secrétaire perpétuel pour que l'Académie fonctionne dans les conditions les meilleures qui soient, et surtout sur le plan de sa fonction essentielle qui est d'ordre scientifique. Écoutez, c'est assez simple. On n'est pas élu pour l'année de sa présidence, mais on est élu vice-président. Et c'est quand on a été élu vice-président que l'on prend la fonction de président l'année suivante. Comment est-on élu vice-président? Tout simplement, ce sont des académiciens qui ont une certaine durée dans l'institution, qui ont fait la preuve de leur intérêt pour ces activités, qui se présentent à la candidature, et le corps électoral élit le vice-président. Alors en général, ça se fait un peu par degrés. La jurisprudence fait que ce sont des membres du bureau qui ont déjà été élus, qui sont pressentis pour remplir cette fonction les uns après les autres, dans une succession qui fonctionne depuis 100 ans. C'est vrai que ça se passe plutôt entre personnes bien élevées, mais il peut y avoir quand même des oppositions et des tensions. Les élections, plus encore pour le secrétaire perpétuel d'ailleurs, peuvent être un véritable combat pour défendre sa position. Ça n'est pas joué d'avance. Ça n'est pas joué d'avance, et l'Académie, c'est pas un ensemble de béni-oui-oui qui suivrait une majorité qui les guiderait unanimement. Non, il y a évidemment des divergences qui sont celles qui traversent toute société. Mais il est vrai que c'est certainement lié aussi à l'âge moyen des académiciens. On se comporte poliment avec les gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Vous vous rappelez fort justement que je suis, comme on dit, tropicaliste, parce que le hasard des affectations a fait que j'ai commencé mon premier séjour outre-mer au Cambodge, et qu'ensuite j'ai continué au Gabon. Donc j'ai une expérience à la fois indo-chinoise et centrafricaine, si vous voulez. Et je m'intéresse depuis plus de 40 ans aux questions qui concernent cet ensemble, ce vaste ensemble du monde qu'on appelle les pays tropicaux, ou le sud global aujourd'hui. Bien, alors l'Afrique, c'est vrai que du point de vue géographique déjà, il y a une évidence, c'est que nous sommes dans le même fuseau
le fuseau euro-africain et que ce dispositif géographique est essentiel pour comprendre les relations entre la France, l'Europe et l'Afrique, ne serait-ce que par les mouvements de population, toutes les mobilités, nord-sud, sud-nord, etc. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, bien sûr, l'histoire intervient de façon tout à fait importante, puisque, faut-il le rappeler, la plupart des pays africains d'aujourd'hui ont été à un moment donné des colonies ou des dépendances d'un pays européen, notamment de la France. Et comme vous le savez, l'Académie des sciences d'outre-mer a été créée comme Académie des sciences coloniales, puisqu'à l'époque, c'était une autre configuration des relations entre la France, l'Europe et l'Afrique. Alors l'Afrique a des liens extrêmement forts, à la fois sur le plan géographique et historique. Et naturellement, l'économie est aussi étroitement imbriquée, même si aujourd'hui, ce fuseau euro-africain n'a pas un monopole des échanges, et notamment l'Asie a fait depuis une vingtaine d'années une entrée extrêmement prégnante, presque fracassante en ce qui concerne la Chine, et les positions de la France par rapport à l'Afrique s'en sont trouvées affectées. Bon, il suffit de voir les difficultés que nous connaissons dans certains pays d'Afrique, liées à des situations conflictuelles, notamment au Sahel. Il y a des difficultés. Il n'en reste pas moins, au-delà des difficultés qu'on peut éprouver actuellement dans les relations entre la France et l'Afrique, il n'en reste pas moins que cette histoire et cette proximité dépassent la proximité géographique. Il y a une proximité culturelle, il y a des affinités, on peut dire même des connivences qui vont au-delà des oppositions qui peuvent se manifester pour tel ou tel problème particulier. Donc moi je dois dire, plutôt optimiste, voire très optimiste sur l'avenir des relations entre la France et l'Afrique, sans oublier une chose fondamentale. En 1923, la population de l'Afrique était d'environ 150 millions d'habitants. Celle de la France, 40 millions, à peu près 40 millions. Aujourd'hui, 100 ans après, en France, 68 millions, en Afrique, 1,4 milliard d'habitants. C'est-à-dire qu'en 100 ans, la population de l'Afrique a été multipliée par 10, pour simplifier les choses. C'est quand même une donnée fondamentale des relations que nous avons et que nous aurons avec le continent africain. Et l'Académie des sciences d'outre-mer, naturellement, ne peut pas éviter de prendre en compte ce changement fondamental des masses humaines qui composent le fuseau euro-africain et même plus généralement l'ensemble de ce qu'on appelle l'outre-mer. Pour moi, l'essentiel, le message fondamental, c'est de bien rappeler que ce qui fait, ce qui est à l'origine de l'Académie des sciences d'outre-mer, et qu'il est toujours, c'est la science, c'est le savoir. Il y a et il y aura une soif de connaissance de ces mondes extérieurs, de ces mondes lointains, et cela me paraît essentiel. Et le contact entre cultures différentes est générateur d'une construction, d'une co-construction de quelque chose qui rejoint l'universel. Comme disait Léopold Sédar Senghor, il y a une civilisation de l'universel qui se construit sur les différences entre les cultures qui se trouvent, pour les raisons géographiques et historiques que je viens d'évoquer, qui se trouvent en contact permanent. Et cette approche par la science est fondamentale. Et dans la science, dans toute sa diversité, la recherche de la vérité me paraît fondamentale, surtout dans une époque comme la nôtre où des forces contraires remettent en question la notion même de vérité. Il y a un retour à l'obscurantisme dans certains endroits, y compris dans l'université, et nous aurons à participer à ce combat pour la vérité à travers la science. Et ça me paraît le message fondamental pour l'avenir. En relisant le compte-rendu de la première séance de l'Académie, Gabriel Hanotaux terminait sa présentation par un appel à la jeunesse.
il est vrai que toute académie, quelle qu'elle soit, est constituée de personnes d'un certain âge. Et ce n'est pas nouveau. J'ai regardé l'âge moyen des participants à la première réunion d'il y a 100 ans, bon, c'était entre 60 et 70 ans. Et aujourd'hui, on vit encore plus longtemps, donc on a tendance à être encore un peu plus vieux quand on rentre à l'académie. Mais cette académie ne peut pas vivre s'il n'y a pas un relais auprès de la jeunesse. Et nous avons fait ces dernières années des efforts pour attirer les jeunes, avec même des conventions avec la Côte d'Ivoire, avec tel et tel établissement d'enseignement supérieur, pour que les jeunes viennent à l'académie, participent. Et il est vrai, le secrétaire perpétuel l'a rappelé, que nous disposons maintenant d'un centre de documentation exceptionnel qui s'est agrandi, enrichi, et avec des travaux dans le bâtiment où nous sommes qui permettent d'accueillir dans de meilleures conditions des chercheurs, des doctorants ou toute personne qui s'intéresse à l'outre-mer. Et vis-à-vis de la jeunesse, c'est cela le message. C'est-à-dire, vous avez ici un centre où la documentation peut répondre à vos curiosités, à vos recherches, et il faut surtout ne pas le négliger. Et parce que notre destin d'académie, c'est de continuer à réfléchir aux problèmes qui se posent dans l'outre-mer et de mobiliser la jeunesse pour apporter des réponses, ou en tout cas essayer d'apporter des réponses à ces grands problèmes, qu'ils soient d'ordre humain ou qu'ils concernent l'évolution de la biosphère, qui pose d'énormes problèmes, dans lesquels l'outre-mer a toute sa place. Et la réflexion menée ici à l'Académie s'inscrit dans ce contexte, et nous comptons beaucoup sur l'appui des jeunes qui, je crois d'ailleurs, ont une curiosité renouvelée pour l'outre-mer, parce que l'outre-mer, ce n'est pas seulement un grand domaine de relations économiques, politiques, etc., c'est aussi quelque chose qui touche à l'imaginaire, hein, au rêve. On rêve de l'outre-mer, hein, et donc ces rêves sont partagés, je pense, par les jeunes, et c'est une autre raison d'être optimiste pour l'avenir.